Abdelaziz Ounis avait attitré son intervention réception ontologique de l'événement. Je crois que c'est à partir de situations historiques effectives que ceci va se faire. C'est ça, oui. Tu as la parole. Plutôt historique que Parle bien logique. Vous m'entendez? Alors bonsoir. Chers amis, mesdames et messieurs, les amis du Théâtre de la Commune ainsi que la direction de cette institution qui a-t-on contribué pour que les peuples puissent faire de l'art une vie, la vraie vie, comme dit Alain Badiou, et faire de leur vie une œuvre d'art. Ce soir, je vais dire que nous sommes dans des moments philosophiques badiousiens, tant sur le plan de l'homme que je connais depuis plus de 20 ans, que sur le plan de la philosophie qui a, comme son étymologie le désigne, une vocation très noble, réunir les femmes et les hommes autour de la sagesse. L'aspect philosophique que j'ai choisi ce soir et sur lequel portera brièvement ma petite causerie est, comme il a été annoncé, et que Alain Badiou vient de rappeler, le suivant, la réception ontologique de l'événement chez Alain Badiou. Pourquoi l'ontologie? La réception et l'événement sont réunis ensemble chez Badiou. Qu'apporte-t-elle cette triade badiousienne dans ce parcours de ce qui nomme l'immanence de la vérité, qui, en s'achevant, passe de l'œuvre à l'ouvrage? Et ontologie, je le rappelle, pour les philosophes, ou pour ceux qui ne sont pas philosophes, comme nous l'avait appris Maître Premier, disaient les Arabes sur Aristote, al-Mu'allam al-Awwal, cette section de la philosophie qui se définit comme la science qui étudie l'être en tant qu'être. Pour le dire autrement, par ontologie, on peut entendre ceci. Pour ce qui est premier, dans son immanence, il faut premièrement chercher à savoir de quoi est fait ce qui est. En définitive, l'ontologie serait cette discipline qui veut savoir de quoi est fait ce qui est. Ça peut s'entendre de plusieurs manières, mais réuni avec la réception et l'événement et sa phénoménalité, Badiou donnera à l'ontologie sa valeur réelle, car il la réhabilite du côté de la recherche de la vérité rapportée au mécanisme catégorial et conceptuel ou encore dialectique. Très tôt, j'avais compris qu'Alain Badiou faisait de cette méthode à la fois une épistémée et une éthique de la pensée, celle engagée dans les temps de fort engagement, c'est-à-dire, Alain il rappelle dans le dernier ouvrage, et dans ces temps où les engagements se font rares. Il n'a pas changé, car là aussi, c'est la réception ontologique de ces événements qui sont devenus des coups ou des faits divers. Comment je me suis intéressé à cet art de faire les choses et ses multiples vertus, c'est-à-dire l'ontologie, en permanence et dans l'immanence. En 2002, le passage à la célèbre librairie La Une, qui n'existe plus malheureusement, donc là c'est une question ontologique aussi, je me procure le petit ouvrage Circonstances, où il est question d'un retour philosophique sur 3 événements qui ont marqué le paysage et le langage médiatique en ces débuts de ce millénaire. 21 avril, Le Pen Chirac, les attentats terroristes du 11 septembre 2002 aux États-Unis et la guerre du Kosovo. Dès l'introduction, Badiou, en défendant l'engagement des philosophes et leur vocation, il signale la différence entre l'enregistrement philosophique de l'événement et celui déployé par la presse ou certaines presses ou les politiques. En réponse à Jean-Claude Miller, comme il le dit dans Circonstance 1, qui, comme tous les antiphilosophes, soutient que ces derniers n'affichent que l'indifférence, vous dites, je vous cite, à ce qui se passe, je vous cite, et singulièrement au désastre qui affecte l'humanité, fin de citation. Vous citez alors l'exemple canonique qui ressemble plus aux fouilles de poubelle qu'à celui de l'enquête. L'expression, elle est badiousienne, je l'ai lu dans le Petit Panthéon, quand vous parlez de votre maître, on va dire, si je me permets, Lacan. Et comment, à propos du père fondateur, Socrate, réinventé par Platon, comme vous l'avez dit en toute beauté lors d'une conférence que vous avez donnée aux jeunes lycéens, au lycée Turgot, Charlemagne et Henri IV, la jeunesse à l'épreuve de la philosophie, vous avez rappelé le registre philosophique et sa force
qui permet aux jeunes de comprendre aussi, dès leur jeunesse, comment prendre la vie comme ontologie aussi, comment saisir le réel en se prémunant se mettant à l'abri de la passion immédiate, de la vie immédiate, et en allant au-delà de la passion immédiate. Pour Milner, vous avez rappelé, Platon n'a rien mentionné des péripéties de la guerre de Péloponnèse, ni jamais fait état de la grande peste d'Athènes, et ce, dans tous ses ouvrages. Et pour Milner, puisque les choses se sont passées ainsi, cela veut dire que les philosophes font du tri et de la sélection à l'épreuve des événements. Ils ne mentionnent alors que ce qui valide leur idée et leur intérêt. Vous répondez, bien évidemment, comme il se doit, en rappelant que les philosophes n'ont pas comme vocation de compter les cadavres ou de faire, là, c'est mon jargon, les envoyés de BFM ou Al Jazeera, en comptant ni faire la récupération des politiques à quelques contextes électoraux, pour quelques voix de plus, hein. Enfin, ni non plus faire des télétons ou la prêche de la belle parole pour un like de plus sur les réseaux sociaux. Les philosophes résistent à l'affect et enregistrent l'événement autrement. Le philosophe va le chercher dans ce qui s'origine comme vérité. Là, on va arriver doucement à l'immanence des vérités. Le philosophe, comme vous le rappelez, en passeur de Deleuze, est un fabricant de concepts. L'artiste, lui, il fabrique des préceptes. Et c'est en cela que s'inscrivent vos procédures ontologiquement réceptives de l'événement, en héritier de ces grands fondateurs de la philosophie, de Platon à Marx, et en validant les catégories de Lacan et les théories des ensembles. Là, on a les mathématiques, les conditions de vérité, et puis on a aussi, si je peux me permettre, la psychanalyse, mais surtout il y a Platon, et puis il y a les mathématiques. Il y a la dialectique aussi. Votre mécanisme ontologique de la réceptivité des temps immédiats, votre moment et instant philosophique lui donne raison, car il a été toujours inscrit dans l'affirmation, suivant le modèle nietzschéen, et non pas dans le déni ou la mélancolie intellectuelle. Le temps vous donne raison, vous aussi, M. Badiou. C'est que la philosophie, même la procédure ontologique, doit être quelque chose qui concentre l'affirmation. Votre ontologie se fonde sur ce qui est au-dessus de la néodoxa de nos jours, l'événement tel qu'il est rapporté sur fond de discours affectueux, entre autres certains médias ou les dits think tanks. Votre ontologie, elle propose la contrepartie, c'est de se mettre à l'abri en adoptant un point de vue qui comporte l'affirmation et invite à l'action. C'est ce que vous appelez, là aussi, par un concept dans l'immanence des vérités, la notion de recouvrement. Par ce concept, principe, vous dénoncez une procédure tyrannique de la pensée commune que cultive des pouvoirs d'ignorance ou de l'ignorance et des puissances de déraison. Sous l'angle de l'une de vos 4 conditions de la procédure de vérité, à savoir les mathématiques, vous allez user du paramétrage de cette discipline, notamment de l'infini. Vous dites, je vous cite, l'infini ne nous est pas accessible et ne fait pas partie du monde réel, mais Aristote, là j'essaie de connecter ce que vous avez dit aussi, c'est-à-dire on parle de l'infini comme figure du potentiel. Pour défendre la procédure de vérité et pour libérer le chemin face à la finitude, on peut s'interroger sur cette finitude qui seront coupables de faire obstacle à la liberté. Et c'est là, donc, vous dites dans ce passage, ou l'extrait de le séminaire, parce que je le lis aussi en version séminaire directement, je vous cite, « Cherchant maintenant à caractériser l'opération parodique à laquelle je viens de me livrer. Il s'agit d'une opération de recouvrement, notion dont je vais me servir dans toute la suite de ce séminaire, quand vous étiez en temps réel en train de nous annoncer le début de cet ouvrage que vous avez fait en direct avec nous. C'est une catégorie majeure, et là c'est important, de l'imposition oppressive de la finitude à l'infinité potentielle. Et vous mettez en garde, c'est-à-dire quant à l'usage de cet usage de l'imposition oppressive, c'est-à-dire la finitude, il s'agit d'asphyxier les possibles en tant que risque et d'assumer les identités sans communication entre elles.
Appliqué à l'événement, vous essayez de comprendre par vos axiomes et paradigmes le mécanisme des choses, les acteurs, les idées et les symboles pour remonter à leur vérité. Ils ne peuvent se situer que dans des possibilités plurielles et infinies sur fond de situations génériques et mondiales, loin des identités toxiques. Là aussi, j'emprunte l'expression qui est la vôtre. C'était le cas quand vous enregistrez, et là je vais revenir au contenu, c'est-à-dire le champ de l'application, d'applicabilité, si je me permets, c'est-à-dire, si je peux me permettre, de ce que vous annoncez comme catégorie par rapport au réel, en temps réel. C'était le cas quand vous enregistrez l'événement par rapport aux affreux événements du 13 novembre 2015. Quelques jours après, vous conceptualisez, formalisez « notre mal vient de très loin ». Tout de suite, vous avez pris en charge cette question, mais vous allez donner sa transcendance philosophique à partir des catégories philosophiques ontologiques. Vous vous donnez le temps pour comprendre ce nihilisme du gangstérisme entre jeunes nihilistes et États nihilistes, tous nihilistes comme ceux qui se sont transformés en projectiles et dont vous dressiez le portrait déjà 14 ans plus tôt. Et vous mettiez en garde contre les amalgames identitaires qui se convoquent et s'appellent les uns les autres. C'était par rapport aux circonstances qu'on vous parlait de 11 septembre, avec les formules langagières. Encore dans la politique, l'une aussi de vos conditions de vérité ou de procédure de vérité, et encore sur fond de coïncidence chronologique lors de votre séminaire « Que signifie changer le monde ?» Nous sommes pris de court par la révolution tunisienne. Ce que vous appelez les événements émeutiers, et là aussi vous anticipez, car tout en s'inspirant du printemps européen, c'est-à-dire vous le rappelez, celui de la seconde révolution française, 1848, je cite l'ouvrage, bien évidemment le réveil de l'histoire, la Commune de Paris, vous mettiez en garde contre les confusions de concepts entre révolution, réforme, émeute historique, émeute immédiate, restauration et contre-révolution. Parce que c'est là où le recouvrement aussi peut agir dans ces séquences aussi. Car vous dites que si ces révolutions vont consister en ce que vous appelez désir d'Occident, ces masses de différentes familles politiques qui disposaient de symboles communs, occupaient des places comme la place Tahrir ou l'avenue Bourguiba, ou même en Europe, à la même période presque, il y avait occupé les indignés, occupé Wall Street et d'autres mouvements en Espagne, etc. Vous dites le mot d'ordre était le même, Abba Ben Ali, Abba Moubarak, le peuple veut renverser le régime, mais tout en mettant en garde, donc, tout en faisant l'éloge de ces mots d'ordre communs, vous mettez en garde contre toutes les divisions. Vous dites, s'il ne s'agit que de désirs d'Occident et d'opinions divergentes, ça va finir dans les cercles vicieux de la procédure de la démocratie libérale et parlementariste, c'est-à-dire opinions divergentes, ce qui veut dire division et peut-être préparer le retour des anciens régimes. Vous avez dit dans votre ouvrage Sarkozy, pire que prévu, les autres prévoir le pire. Au départ, c'était Abba Moubarak. Après, avec Sisi, c'est Moubarak bis. Donc, c'est-à-dire le retour. Vous donnez des exemples en politique, en temps réel. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pour ça que j'appelais ça réception ontologique de l'événement au sens de contenu réel et historique. Car vous dites que si ces révolutions vont consister en ce que vous appelez, donc, ce sont les divisions qui vont les hanter, car ils vont perdre le sens de la politique, c'est-à-dire ils vont se disputer le pouvoir, et c'est ce qui s'est passé réellement, que ce soit en Égypte et après en Tunisie, des disputes de pouvoir, même si l'expérience tunisienne elle est moins grave, parce que il n'y a pas eu de restauration. En réalité, ils vont, et là je néologise en votre présence, en empruntant votre vocable, ils vont s'auto-recouvrir, si vous me permettez, ou alors ce que je peux appeler l'autofinitude, c'est-à-dire eux-mêmes. Et ça, ce n'est pas étonnant, puisque le capitalisme peut programmer même la contre-révolution maintenant, avec tous les moyens techniques qu'il dispose de soft power.
savez, il y a le hard power, il y a le soft power, il y a le pouvoir douce, le doux, enfin la force douce, et puis les forces dures, ou les smart même. Ça, c'est la géopolitique, vous savez bien. Là, que mais la poésie peut aussi nourrir l'ontologie. Et ça, c'est aussi un espoir, une sorte d'espoir. Venant de vous, elle devient un outil d'affirmation quand vous la situez dans son champ de bataille, celui de l'espoir et pas de la résilience négative. J'ai choisi donc une fin poétique, même si on est dans les temps de la mélancolie, ou alors ce que vous appelez la dépression politique, mais on peut finir avec l'espoir. J'ai choisi Brecht, Éloge de la dialectique. Qui donc ose dire jamais? De qui dépend que l'oppression demeure? De nous. De qui dépend qu'elle soit brisée? De nous. Celui qui s'écroule, abattu, il se dresse. Celui qui est perdu, il lutte. Celui qui a compris pourquoi il est là, comment le retenir? Les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs, et jamais devient aujourd'hui. Merci. Tout applaudit quand même. Merci.